Et bonjour à tous, merci d'être là. Donc on est là avec Jean-François Kahn pour 1 heure et demie, donc où on va essayer de vous faire découvrir son livre qui s'appelle donc Philosophie de la réalité, critique du réalisme. En fait, ce qu'on va essayer avec Jean-François Kahn, c'est de vous faire découvrir pour certains et approfondir pour d'autres la philosophie et vous montrer que c'est pas si compliqué que ça et surtout que c'est quelque chose de primordial, particulièrement aujourd'hui. Alors, on va dans une première partie, on va essayer de vous faire comprendre un petit peu ce qu'il a voulu démontrer. Ensuite, vous pourrez poser des questions sur les applications concrètes de tout ce qu'il montre dans ce livre. Alors, on va commencer par l'introduction où Jean-François Kahn montre c'est ce qu'il a dit, ce qu'il s'agit de démontrer. Si vous comprenez les 2 premières lignes, vous avez compris le bouquin, en gros. Le bouquin, vous avez compris l'esprit du bouquin. Je vous lis le début. Qu'est-ce que le réel? Donc c'est la question de tout le livre. Hein. Qu'est-ce que le réel? Qu'est-ce que la réalité? Ce qui existe, point d'interrogation, non. Alors en fait, c'est toute l'architecture du livre, c'est-à-dire que montrer qu'il y a pas forcément adéquation entre ce qu'on appelle la réalité et ce qui existe, ce qu'on voit, ce qui existe, ce qu'on touche. Exemple, ce qui existe peut ne pas être réel. Un rêve, par exemple, ça existe, et pourtant c'est pas réel. À l'inverse, une réalité peut ne pas avoir d'existence. Tartuffe, c'est une réalité. Et pourtant, ça n'existe pas. Donc il n'y a pas forcément adéquation entre le réel et ce qui existe. Ça veut dire que ce n'est pas un état de fait. Le réel est une œuvre, quelque chose qui se construit. On va s'arrêter 2 secondes. Je pose la première question à Jean-François Kahn. Vous dites, le réel, ce n'est pas quelque chose figé, c'est quelque chose de sans cesse réécrit, qui se transforme. Est-ce qu'on peut résumer comme ça? Oui, c'est vraiment le nœud de livre. Alors, dans un premier temps, en effet, j'essaye de montrer que ce qui existe n'est pas forcément réel. Vous l'avez dit. Je parlais, par exemple, un mirage, ça existe. On sait que ça existe, un mirage. Mais par définition, c'est pas réel. Puisque, justement, c'est le propre du mirage d'être pas réel. Un effet d'optique, ça existe. Mais par définition, c'est pas réel, puisque justement, c'est un effet d'optique. Ou un trompe-l'œil, ça existe, on peint des trompe-l'œil, mais c'est pas réel, puisque justement, par définition, c'est un trompe-l'œil, ça trompe, c'est pas réel. Et le rêve, ça existe, c'est très important, mais c'est pas réel. Inversement, une réalité, c'est quoi? Une réalité, si, dans le monde entier, tout le monde, si vous sait d'une chose ou d'une personne, ce que c'est, à quoi ça sert, comment elle est, peut la décrire, unanimement, c'est incontestable que c'est réel. Donc, Don Quichotte est réel. Don Quichotte, tout le monde sait qui il est, tout le monde sait comment il est habillé, comment on sait comment il est, comment c'est le nom de sa fiancée, comment c'est le nom de son cheval, comment on connaît son aventure, et dans le monde entier. Donc, Don Quichotte, et pourtant il n'existe pas, parce que c'est une création de Cervantes. Tout le monde sait, peut dessiner Robinson Crusoe, il est quelle est son aventure, où il a été, dans quelle île, comment il est coiffé, avec machin, etc. Il est aussi réel que Davy Crockett, sauf que Davy Crockett a vraiment existé, alors que Robinson Crusoe est une création littéraire. N'empêche que il n'existe pas, mais mais c'est une réalité. C'est très important de dire ça, parce que si vous l'élargissez, le problème de Dieu, que Dieu existe ou pas, est finalement secondaire, car compte tenu des conséquences que peuvent avoir dans l'histoire le nom qu'on donne au Dieu, la façon dont on conçoit Dieu, notre rapport à Dieu, quand on voit même aujourd'hui tout ce qui se passe et qui est la conséquence du rapport à Dieu, de l'idée qu'on se fait de Dieu, évidemment, c'est une réalité. Donc même s'il n'existe pas, c'est une profonde et une importante réalité. J'ajoute d'ailleurs un autre exemple historique qui est très frappant, c'est que tout de Poitiers, c'est-à-dire c'est Charles Martel, Caronte, les Arabes. Très bien. Or, c'était pas des Arabes. C'était des Berbères, plus des Basques, plus des Juifs, plus des Visigoths, c'est-à-dire des Gaulois, des Visigoths d'Espagne. Deuxièmement,
ça ne s'est pas passé à Poitiers. 3, ça ne s'est pas passé cette année-là. Mais surtout, il n'y a pas eu de bataille. Mais à partir de... C'était une troupe, en effet, de musulmans. Ça, qu'ils étaient... Enfin, il n'y avait pas d'ailleurs que des musulmans, parce qu'il y avait des juifs et des... Mais la majorité était musulmane. Ce que vous allez dire, c'est que pourtant, c'est une réalité. Voilà, c'est une petite troupe de musulmans qui avait été appelée par un roi chrétien pour combattre un autre prince chrétien. Et puis ils ont dit, bon d'accord, mais pendant qu'on y est, on va aller faire une petite razzia sur la ville de Troyes pour essayer de piquer les trésors. Donc ils ont organisé une razzia, et en effet Charles Martel est arrivé. Quand ils ont vu qu'il y avait la troupe de Charles Martel, ils ont dit, on va pas s'emmerder, et donc ils sont partis. Mais dit comme ça n'a aucun intérêt historique. Aucun intérêt historique. D'ailleurs, il n'y a pas un seul livre arabe qui raconte la bataille de Poitiers. Donc, ça n'a un intérêt historique qu'en fonction de ce qu'on a dit. Voir que c'est une énorme bataille qui a arrêté le déferlement des Arabes, etc. C'est sous sa forme mythique que ça joue un rôle formidable. Donc, sous cette forme-là, ça n'existe pas, mais c'est une réalité. Et on pourrait prendre un dernier exemple. Vous pensez bien quand même, entre nous. Est-ce que vous pensez que Dieu, si on croit en Dieu, peut, personnellement, avec tous les problèmes auxquels il est confronté quand même, hein, la crise financière, la crise... Bon, est-ce que vous pensez que Dieu peut prendre de son temps pour intervenir personnellement dans un conflit entre deux nations chrétiennes dont chacune porte une légitimité? C'est quand même, il faudra avoir une conception bizarre de Dieu pour penser qu'il peut faire ça. Il a autre chose à faire. Très bien. Autrement dit, l'idée que dans le conflit pendant la guerre de 100 ans entre la France chrétienne et l'Angleterre chrétienne, alors que tous les deux avaient la même légitimité pour représenter leur roi, que Dieu soit intervenu auprès de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire en fonction d'un camp contre l'autre, en envoyant ses saints, c'est absolument impossible. Évidemment que c'est pas vrai. Mais ça fait rien. L'importance considérable qu'a pris Jeanne d'Arc dans l'histoire, elle n'existe que par rapport aux voix. Donc qu'il n'y ait pas eu de voix ou qu'il y ait eu des voix, il y a évidemment qu'il n'y a pas fait rien. D'une certaine manière, le mythe des voix est devenu, au plan historique, une forme de réalité. Voilà, en ce sens qu'il n'y a pas adéquation entre exister et être réel. Alors en fait, on va juste pour terminer cette première partie, on va prendre 2 exemples là aussi concrets que vous prenez dans votre livre. À écouter Jean-François Kahn, vous comprenez que ce qui compte donc, dans un événement, il vous en a pris un certain nombre, c'est son impact. Et il prend l'exemple d'une balle qu'on tire, d'un revolver ou d'un fusil. Et vous dites, il est au fond du réel comme d'une balle, il se prouve, sinon par son impact, du moins par ses incidences, c'est ce que vous venez de dire. C'est l'impact qui compte. Ah oui, absolument. D'ailleurs, il y a... alors, à propos d'une balle, il y a un mythe. Alors, j'insiste beaucoup sur ce mythe parce que tous les journalistes y croient. Pratiquement tous les journalistes y croient. C'est l'idée... Écoutez, c'est vrai puisque je l'ai vu. C'est vrai puisque j'en étais témoin. Voilà. Et donc, puisque... Voilà. Alors, ça donne des choses formidables. C'est vrai puisque les statistiques nous disent que... Quelles statistiques? Il n'y a rien de plus faux qu'une statistique. Puisqu'une statistique... Si on vous dit le pouvoir d'achat moyen est de temps, pratiquement personne ne gagne ça. Il y a des gens qui gagnent beaucoup moins et il y a des gens qui gagnent beaucoup plus. La réalité, c'est ça. Et donc, la statistique moyenne, c'est un instrument de réflexion, mais ça n'existe pas. Il n'y a personne, une majorité, qui gagne la moyenne. Un sondage, c'est la même chose. Un sondage, c'est qu'est-ce que les gens répondent à une question donnée. Et entre parenthèses, si vous demandez aux gens, est-ce que vous êtes pour ou contre le libéralisme? Ou si vous demandez aux gens, est-ce que vous êtes pour ou contre le capitalisme? La réponse est totalement différente, selon que vous choisissez ce mot-ci et ce mot-là. Mais surtout, un sondage, c'est la réalité perçue à un moment donné, mais le seul fait que vous publiez le sondage change cette réalité, donc elle est déjà plus vraie au moment où vous publiez le sondage. Donc tout ça est tout à fait artificiel. Or, sous l'Antiquité, il y avait un philosophe qui s'appelait Zénon d'Élée. Et il avait fasciné son auditoire, parce qu'il avait dit, écoutez, parce qu'à l'époque, on prenait toujours des exemples de l'Antiquité, quand Achille prend son arc et tire une flèche, finalement, cette flèche, à tout moment donné, elle est à un point donné. Si, à tout moment, puisqu'on ne peut la prendre que dans un moment donné, puisque à tout moment donné, elle est immobile. Donc, la flèche que tire Achille est immobile.
D'ailleurs, on peut le dire d'une façon encore plus frappante. Aujourd'hui, vous photographiez un avion. Ta, 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 ta. Toutes les photos montrent un avion immobile. Aucune photo ne vous montre jamais un avion qui vole. Et donc, vous pouvez raisonner comme ça. Vous pouvez dire, mais attendez, il est immobile, il est immobile, il est immobile, il est immobile. Donc, l'avion est immobile, puisque sur toutes les photos, il est immobile. Bon. Eh bien, d'une certaine manière, les journalistes raisonnent un peu comme ça. C'est vrai parce que c'est comme ça que je le vois. C'est vrai parce que c'est comme ça que je le perçois. Donc, à la limite, l'avion ne vole jamais puisqu'on le perçoit, à travers les statistiques, on le perçoit immobile. Donc, c'est cela que veut dire la balle. Alors, et deuxièmement, ce qui est vrai, c'est ce que je vous disais avant, c'est que finalement, d'un point de vue historique, la réalité d'une balle, c'est la réalité par rapport au fond, une balle qui va nulle part, une balle que l'on perd, une balle perdue, mais sans qu'il y ait rien sur son trajet, c'est quoi? C'est rien. Une balle qui tue quelqu'un, c'est une réalité tangible. Alors donc tout ça, je fais une parenthèse d'ailleurs pour vous dire que si vous lisez le livre de Jean-François Kahn, ça vous permet de faire un petit peu toute l'histoire de la philosophie, parce qu'après vous repassez toute l'histoire de la philosophie à travers cette histoire du réalisme. Dernier exemple que vous prenez, c'est le plissement alpin. Le plissement alpin, c'est cette espèce de mouvement qui va créer les Alpes. Bon, vous dites personne n'était là au moment du plissement alpin, et pourtant ça a une réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a les Alpes. C'est exactement ce que vous dites depuis le début. Alors la conséquence, on avance. Je veux dire un mot quand même sur les Alpes, parce que je vais vous raconter une anecdote. Ça n'a rien à voir avec notre sujet, alors vous voyez, mais il faut un peu se distraire. En fait, vous verrez, il y a un rapport. Quand j'étais jeune journaliste, j'étais dans un journal, un très important journal qui s'appelait Paris Presse, et dans ce journal, il y avait des pages idées. C'était un des rares journaux où il y avait une page idée. Et le type qui dirigeait les pages idées, d'ailleurs, il ne connaissait rien aux idées. Je ne sais pas pourquoi il était... Mais en revanche, il est devenu ensuite président de la Fédération française de tennis. Là, il était excellent sur le tennis. Il s'appelait Philippe Chatrier. Et quand le philosophe Merleau-Ponty est mort, il m'a dit, écoutez, jeune homme, vous avez fait des études, est-ce que vous pouvez nous faire le petit papier sur Merleau-Ponty? Alors, je le fais. Et dans le papier, je cite deux philosophes, c'est-à-dire un autre qui est Berkeley, philosophe du XVIIIe siècle. Et le lendemain, il me convoque dans son bureau, j'ai tout jeune. Il dit, c'est formidable votre article, etc. Mais est-ce que vous, si on pouvait faire pour demain une interview de Kant et de Berkeley? Je lui ai dit, c'est difficile. Bon. Tout ça pour vous dire que Berkeley, c'est l'origine de ce qu'on appelle l'empirisme. L'empirisme, il le résumait dans une phrase qui a beaucoup marqué. En latin, c'est esse est percipi. Ça veut dire être, c'est être perçu. Et ça frappe beaucoup les gens. Dire, au fond, si je ne perçois pas quelque chose, ça n'existe pas pour moi. En quoi c'est une réalité pour moi? C'est une réalité abstraite. Donc, n'est réel pour moi que ce que je perçois. Donc, n'est réel que ce qu'on perçoit. Finalement, si on ne le perçoit pas, c'est pas réel. Et il y a beaucoup de gens qui disent, mais oui, c'est évident, finalement, etc. Bon, très bien. Mais alors, les dinosaures n'existent pas parce qu'il n'y avait personne pour les percevoir. Du temps des dinosaures, il n'y avait aucun être humain. Donc, personne ne les a jamais perçus. Et pourtant, non seulement on sait qu'existaient les dinosaures, mais on sait comment ils étaient, on peut les dessiner, il y a même des parcs, on les reconstitue. Pourquoi? Parce que intellectuellement, on a reconstitué les dinosaures. Donc c'est l'idée, on ne les a jamais perçus, on ne les percevra d'ailleurs jamais, mais c'est l'idée, on a pu intellectuellement, théoriquement, reconstituer les dinosaures, et donc on sait que ça existe. La même chose pour l'Amérique, avant qu'on les découvre, ça n'existait pas. Même, elle existait puisqu'il y avait des habitants dedans. Mais même les habitants ne savaient pas que c'était l'Amérique. Et d'ailleurs, on dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Mais c'est même pas vrai. Christophe Colomb était convaincu qu'il était au Japon. Et il est mort en étant convaincu qu'il était au Japon. Donc il n'a rien découvert du tout. Celui qui a découvert l'Amérique, c'est Americano Vespucci. Intellectuellement, il s'est dit, mais attendez, je longe les côtes. Il y a toujours des côtes, c'est immense. Donc c'est pas le Japon. C'est un continent en soi, c'est un continent qu'on n'avait pas imaginé, qu'on n'avait pas vu. Et donc c'est intellectuellement qu'il dit, ah ben oui, il y a quelque chose, ça s'appelle l'Amérique. Donc en vérité, on n'a pas découvert l'Amérique parce qu'on y arrivait et qu'on l'a perçu, c'est parce qu'intellectuellement, quelqu'un a dit que c'était forcément l'Amérique. Donc ce que je veux dire par là, c'est que contrairement à une idée toute faite, c'est vrai parce que je le vois, et il faut le voir pour que ça soit vrai, c'est inexact. Je prendrai, excusez-moi d'être un peu long là-dessus, mais c'est fondamental, je prends un exemple que j'ai vécu dans l'histoire des sciences, que j'ai vécu en tant que journaliste. Je vais vous raconter quelque chose.
Vous avez sans doute entendu parler de Septembre Noir. C'est Septembre, ne savent pas, je crois que c'était en 1970, il me semble. Vous aviez eu un affrontement entre les Palestiniens, le Fatah, enfin les Palestiniens, l'OLP, et les troupes du roi de Jordanie, Bédouines, etc. Et les troupes de Bédouines ont écrasé les Palestiniens, ils ont écrabouillé, et c'était un événement absolument considérable parce que ils auraient pris le pouvoir en Jordanie. Ils allaient prendre le pouvoir en Jordanie, ils ont été écrabouillés. Ça s'appelle Septembre Noir. J'étais à Hammam, capitale de la Jordanie. J'étais dans un grand hôtel, il n'y en avait qu'un à l'époque, avec toute la presse internationale. Ce jour-là, je suis sorti très tôt. Je ne sais plus pourquoi, je suis sorti très tôt. Et un quart d'heure après que je sois sorti, des commandos palestiniens sont arrivés et ont bouclé l'hôtel et ont fait prisonnier tous les journalistes de la presse internationale. Je me suis donc retrouvé quasiment le seul, je ne dirais pas le seul, parce que peut-être qu'il y en a un que je n'ai pas vu, etc., mais quasiment le seul à être au milieu de cet événement, au milieu de cette guerre civile, et à l'avoir suivi de bout en bout. Donc, je pourrais dire, attendez, il y a quelqu'un qui peut vous parler de ça, c'est moi quand même. Hein. Moi, je sais la réalité, j'y étais à l'avoir été, j'y étais, j'ai vu, etc. Bon, maintenant, quelle est la vérité? La vérité, c'est que j'étais quelqu'un, vous avez des gens pour tirer, et qui tirent sur des gens qui se cachent pour ne pas être tués par ceux qui tirent et qui tirent en se cachant. Et moi, je me cachais pour voir les gens qui se cachaient tirant sur d'autres qui se cachaient. Je n'ai rien compris. D'ailleurs, à la fin, je ne savais pas qui avait gagné. Comme Fabrice à Waterloo, il y a la fameuse scène. Mais rien, j'ai rien compris. Et alors? Et pourtant, j'y étais tout le temps. Hein. Alors ça, je peux vous raconter les balles, le machin, les trucs, un type qui tombe, un autre type qui tombe. Mais Après, je rentre à l'hôtel. Et je vois les types qui n'avaient rien vu. Et heureusement, parce qu'ils m'ont tout expliqué. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient écouté Radio Tel Aviv, Radio Le Caire, Radio Damas, etc. D'abord, ils m'ont dit qui avait gagné. Et puis, c'est eux qui m'ont expliqué ce que j'avais vu. Donc, en vérité, le fait d'avoir vu ne me disait rien. Et eux, ils n'avaient rien vu. Donc, c'était emmerdant pour eux. Mais quand même, ils avaient tout compris. Donc, il fallait faire le rapport entre celui qui avait vu et ceux qui avaient compris. Et un dernier exemple. On raconte dans les écoles... On vous dit, ah, c'est formidable, Newton, il a eu l'idée de l'attraction universelle, parce qu'il a vu tomber une pomme. Tout le monde sait ça, il a vu tomber une pomme. C'est évident, je suis sûr que vous tous, ici, dans cette salle, vous voyez tomber une pomme, vous avez l'idée de l'attraction universelle. C'est évident. Bon. D'ailleurs, on se demande pourquoi, depuis 5000 ans, personne n'avait eu l'idée de l'attraction universelle alors qu'ils avaient vu tomber des pommes, finalement. Bon. C'est absurde. Et pourquoi, en voyant tomber une pomme, vous avez l'idée d'attraction universelle? C'est pas ça qui s'est passé. C'est que Newton avait adhéré à la Terre. Jusqu'à Newton, d'ailleurs, jusqu'à Newton, on ne se posait aucun problème. On disait les pommes tombent, d'ailleurs, tout parce qu'elles ont tendance à aller du haut vers le bas. Entre nous, je suis sûr qu'on a une majorité de gens ici, on pense ça aussi. Hein. C'est-à-dire que les choses ont tendance à aller du haut vers le bas. Très bien. Mais ça suffit. Pourquoi on va aller s'emmerder avec une autre explication, puisque les choses vont vers le haut, vers le bas? Et Newton avait adhéré à la théorie de Galilée, à savoir que la Terre tourne sur elle-même. Mais si la Terre tourne sur elle-même, il n'y a pas de haut et il n'y a pas de bas, puisqu'elle tourne. Ou le haut devient le bas et le bas vers le haut. D'ailleurs, c'est pour ça que de la Curie, ils étaient dans tous leurs états, parce qu'ils disaient, mais alors où est l'enfer, où est le paradis, s'il n'y a pas de haut et il n'y a pas de bas? Et donc, puisqu'il dit, mais il n'y a pas de haut et de bas, donc c'est pas parce qu'elles vont vers le bas qu'elles tombent. Il y a une autre raison. D'où l'idée, elles sont attirées. Il y a et attraction universelle. Autrement dit, c'est pas l'observation, c'est une idée, c'est une philosophie. Et Einstein dit très bien ça. Il y a un texte d'Einstein dans son Histoire de la physique. Il dit, les savants, c'est comme les détectives. Un détective, il arrive dans une maison où il y a un crime. Alors, d'accord, il cherche les indices, il cherche le mégot qui n'est pas consommé, il cherche... bon, mais entre nous, tant qu'il n'a pas une idée, tant qu'il ne s'est pas fait une théorie, ça ne lui dit rien. C'est peu à peu, il élabore une théorie, que ça doit être lui le coupable parce qu'il a un mobile et tout, et en fonction de cette théorie, alors il cherche là, il cherche là, il cherche là pour conforter sa théorie. Et c'est à partir du moment où il a une théorie et qu'il la conforte et que ça marche, qu'à la limite, il trouve le coupable. Avec ce bémol fondamental, il faut une idée a priori pour accéder à la réalité. La réalité ne se donne pas telle qu'elle, mais à condition que vous soyez capable de changer de théorie, sauf que la réalité n'est pas conforme
à cette théorie. C'est-à-dire que si ça vous échappe, il ne faut pas dire « Ah non, mais ça ne fait rien, je garde la théorie et je rejette le réel ». C'est-à-dire que la réalité, elle est entre les deux. Se trompent ceux qui croient que ce que vous voyez vous donne la réalité, mais se trompaient aussi ceux qui donnent l'avantage à leur idée toute faite, même si elle n'est pas adéquate au phénomène auquel vous êtes confrontés. La réalité est entre les deux, c'est-à-dire se méfier de l'illusion du réel et se méfier de l'enfermement idéologique, etc. Alors donc, je disais là pour avancer, on passe donc à une critique que vous faites du réalisme. Vous posez la question, qu'est-ce qu'un réaliste ? Il dit, je vous lis, hein, implicitement et obsessionnellement, c'est comme ça ne peut pas être autrement, on n'y peut rien. Et un peu plus loin, vous dites, le réaliste est un vrai idéologue, il ne met pas l'idée au service de la recomposition du système du réel, donc de l'ordre des choses. Il fait au contraire de la permanence du système du réel une nécessité pour sauver l'immuabilité de ses idées. Donc, c'est ce qu'on essaye d'expliquer depuis le début. Selon vous, le réalisme, c'est quelque chose qui est mouvant, quelque chose qui bouge, et vous faites une critique du réalisme qui considère les choses comme figées, comme conservatrices, entre guillemets. Parce que le réaliste, c'est quelqu'un qui dit ah, mais moi... Alors, par exemple, dans l'actualité, aujourd'hui, si vous dites, on peut évoquer ce problème, parce que dans les questions que les gens posent, on peut me poser par rapport à aujourd'hui, la réalité aujourd'hui, le mensonge aujourd'hui. Mais si vous dites aux gens, écoutez, social, notre modèle de société, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Quand on en arrive à reconnaître qu'il y a une économie réelle et une économie virtuelle, et qu'une économie virtuelle brasse des sommes 50 fois plus importantes que l'économie réelle, c'est un système qui est devenu fou, qui ne marche pas. Bon, et d'ailleurs, ça veut dire que l'économie virtuelle est devenue réelle, en fait, profondément. Bon, il y a un chapitre là-dessus, d'ailleurs. Oui, j'ai parlé. Et donc, ça ne marche pas. Donc, depuis que le monde est monde, quand un système ne marche pas, le tribalisme ne marchait pas, on a inventé autre chose. Le féodalisme ne marchait plus, on a inventé autre chose. L'esclavagisme ne marchait plus, on a inventé autre chose. Puis on a inventé la République, puis la démocratie. Donc on est aujourd'hui, si vous dites ça, hein, on est aujourd'hui, effectivement, on est arrivé à un point où il y a un système qui ne marche plus. Le communisme ne marchait pas hier, on a inventé autre chose. Aujourd'hui, on a un système, le néolibéralisme, ça ne marche pas, il faut inventer autre chose. Et là, ils vous disent... Ah oui, mais sur le fond, vous avez raison. Théoriquement, vous avez raison. Au niveau des idées, d'accord, mais ça, c'est les grands rêves, etc. Non, mais moi, d'accord. Mais moi, je tiens compte des réalités. Hein. Je reste en réalité. Bon, quelle réalité ? Si on tenait compte des réalités, on serait toujours au tribalisme, au féodalisme, etc., puisque c'était la réalité du moment. Bien, il fallait qu'on invente autre chose. Il faut bien qu'on imagine autre chose. Il fallait bien qu'on construise autre chose. C'est la réalité du moment. Donc, ça veut dire que la réalité, c'est un état de fait, comme vous disiez. Mais la réalité, c'est pas un état de fait. D'abord, ce n'est pas un état, c'est un moment passager, et c'est quelque chose qui se fait, qui se défait, qui se refait constamment. Et c'est ce que vous disiez sur les montagnes. Ce qui s'est passé, si on voulait résumer l'histoire de l'univers, c'est qu'on est passé à un moment où la nature refaisait la réalité. Elle a fait le mouvement alpin, c'était plat, et tout à coup on a eu les Alpes, ou les Pyrénées. Parce que la nature a complètement modifié la réalité. Bon. Et puis peu à peu, c'est l'homme qui a pris le relais. Et ce que la nature faisait, c'est l'homme qui l'a fait. Et là, vous aviez un marais à Manhattan, au XVIIIe siècle. Le type, le réaliste qui prend la réalité telle qu'elle est, a dit, moi, Manhattan, c'est un marais. Oui, d'accord, sauf que c'est New York maintenant. Non, merdant, c'est différent. Entre un marais et New York, il y a quand même une grande différence. C'est l'homme qui a fait New York, à partir d'un marais. Donc vous voyez que si vous preniez la réalité d'un marais, évidemment, c'est l'homme qui a créé, qui a totalement... modifier cette réalité. Donc, la réalité est profondément une œuvre. La réalité est une œuvre. C'est une œuvre. C'est mon état et c'est une œuvre dont nous sommes, nous, les humains, les êtres, de plus en plus les metteurs en œuvre. Et je donne deux exemples. Un qui est quand même frappant. C'est que, il y a peut-être quelqu'un qui m'a entendu le dire, d'ailleurs, hier, là, dans la petite causerie, mais il y a un type, qui vraiment se réclamait du réalisme, qui disait « moi je ne suis pas un idéologue ». C'était pas vrai. D'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un vous dit « j'ai pas d'idée politique, je suis apolitique, je ne suis pas un idéologue », c'est toujours un mensonge. Bon. En fait, je ne suis pas du tout un idéologue. Non, moi je suis un réaliste. C'était le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain, et moi je suis un réaliste. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Moi je regarde la réalité telle qu'elle est. Elle est quoi ? On a perdu la guerre. Il y a des millions de soldats dépenaillés sur les routes. On a 3 millions de prisonniers.
Et puis la France est à moitié occupée, la Belgique est occupée, la Hollande est occupée, la Norvège est occupée, la Tchécoslovaquie est occupée, la Pologne est occupée. Et puis ceux qui ne sont pas occupés, l'Espagne elle est fasciste, l'Italie est fasciste. Et Staline, il a fait une alliance avec Hitler. Attends, voilà, c'est la réalité. Donc, 1, il faut s'avouer vaincu. 2, il faut se soumettre à l'Allemagne. 3, il faut rentrer dans une Europe dominée par l'Allemagne. 4, il faut abandonner la République et se convertir à leur système puisqu'ils ont gagné, c'est le meilleur, etc., etc. Très bien. Au nom du réalisme. Il y a un mec en face, De Gaulle, qui froidement, c'est pas un grand discours emphatique, du froidement. Il dit oui, on a perdu une bataille, d'accord, ça c'est la réalité, mais on va gagner la guerre. On va gagner la guerre. Pourquoi? Parce qu'à une réalité ici et maintenant absurde, puisque maintenant, déjà après maintenant, c'est plus maintenant. À une réalité ici, alors que la réalité c'est mondiale. Et à une réalité où on ne joue aucun rôle, on la prend passivement, alors qu'évidemment on peut la transformer. Depuis que le monde est monde, c'est les hommes qui transforment la réalité. Il oppose une réalité dans un espace plus large. Dit l'Union soviétique, bien sûr, rentrera en guerre, l'Amérique ne pourra pas laisser l'Angleterre, l'Angleterre a un Commonwealth énorme, etc. Une réalité dans le temps, c'est-à-dire dans le temps les choses vont évoluer et l'Allemagne avait les forces mécaniques, mais demain c'est des démocraties qui auront les forces mécaniques. Et puis surtout la réalité, elle dépendra aussi de ce que nous, on est capable de dire non, de résister, de se battre, etc. Et finalement, c'est De Gaulle qui a raison. Évidemment, c'est De Gaulle qui a raison, parce qu'il voit plus loin. L'autre, il est la nez sur le bocal. Et donc cette vision réaliste dont se réclame Pétain, c'est une vision qui se trompe tout le temps. Absolument qui se trompe tout le temps. Et quelque part, dans tout réaliste qui vous dit, oui, dans l'absolu. Alors la seule différence, c'est qu'à l'époque, les gens pensaient qu'il ne fallait pas changer. Mais aujourd'hui, ils vous disent, oui, oui, vous avez raison. Sur le fond, vous avez raison. Ah, ça serait formidable, il faudrait tout changer. Mais on ne peut pas. On ne peut pas à cause des réalités. Bon. Mais c'est du pétinisme. Quelque part, ce réalisme-là est toujours une forme de pétinisme. Et que mais c'est toujours De Gaulle qui a raison. Je veux dire, c'est toujours celui qui dit on peut, on doit, et il faut faire en sorte de changer. Donc c'est un exemple. Alors j'en prends rapidement un dernier, parce que s'il vous a frappé, qui est très drôle, c'est que avant, les peintres qui représentaient la réalité telle qu'elle était, c'était ressemblant, il fallait que ça soit ressemblant. C'était vachement ressemblant. C'était ressemblant. Ils se définissaient comme peintres réalistes. Et quand vous avez eu les premiers impressionnistes, par exemple Monet, ils se sont dit, mais c'est absolument pas réaliste, ça. Pas du tout réaliste. Or, c'était quoi un peintre réaliste quand vous y réfléchissez? C'était, mettons, je prends même pas un peintre qui vous reconstituait la bataille de Waterloo, il n'y était pas, il ne sait pas comment ça s'était passé, ou qui faisait un tableau sur l'entrée des croisés à Jérusalem, où il y avait une femme à poil au milieu, parce que chacun sait que dans toutes les batailles, il y a toujours au milieu une femme à poil. Vous remarquerez dans les groupes de cheval et une femme à poil. Bon, très bien. C'est quand même une réalité extrêmement limitée. Même sans aller jusque-là, ils vous font un tableau réaliste, alors vraiment réaliste, qui est du genre le dîner d'après les moissons ou d'après les vendanges. Alors là, vous avez des paysans avec des gueules de paysans, avec des... Bon. En fait, c'est des modèles qu'on paye, dont c'est le métier, qui viennent dans un atelier, qui se déguisent en paysans, qui se mettent autour d'une table, donc rien n'est vrai. C'est une irréalité totale. Et en plus, c'est figé. Et quand arrive Monet, d'abord, il fait une vraie meule. C'est pas en atelier, c'est une vraie meule, dehors. Et comme la meule change en fonction du soleil et de la lumière, il en fait une deuxième et une troisième, et il fait toute une série de meules en fonction qui changent, dont profondément la nature, l'espèce change en fonction de la luminosité. Il y a un vers d'Edmond Rostand dans Chant de Clair. Je trouve que c'est un magnifique vers. C'est un hymne au soleil, et il dit, soleil, ô toi sans qui les choses ne seraient que ce qu'elles sont. Je trouve ça sublime. Mais bien sûr que le soleil change la nature des choses. Et donc, il fait... Et en même temps, non seulement il peint la meule, mais il descend dans la meule. C'est-à-dire qu'il, quelque part, il montre l'aspect corpusculaire, atomiste de la nature. Donc c'est lui qui va au-delà de la réalité, qui descend dans la réalité, qui investit la réalité. Alors que le soi-disant réaliste, tout est faux. Et je crois, voilà, c'est des exemples qui prouvent l'illusion même du réalisme. Il y en a un autre qu'on pourrait prendre aussi, et que vous prenez d'ailleurs dans le livre, et qui est lié à l'actualité contemporaine, c'est la fameuse Union pour la Méditerranée. C'est-à-dire, c'était une grande réunion qui avait lieu à Paris, d'ailleurs, je crois, hein, et qui prenait comme postulat le fait qu'on s'appuyait sur des pays arabes dont on pensait qu'ils se soulèveraient jamais, quoi, en gros.
Oui, enfin, c'est intéressant parce que c'est une très bonne idée, l'Union pour la Méditerranée, je trouve, en soi. C'était plutôt une bonne idée. Alors, je fais une parenthèse, mais vous savez pourquoi ça clochait au début? C'est parce que l'Allemagne voulait y être. Alors on a dit donc on met l'Allemagne. Très bien. Alors on a dit l'Union pour la Méditerranée, mais il faut créer 2 piliers, il faut l'asseoir sur 2 piliers solides. Et alors on dit on va l'asseoir. Ben Ali, Moubarak. Et alors on aurait pu, oui, mais Ben Ali, Moubarak, c'est quand même pas comme image. Oui, oui, d'accord, mais c'est solide. Nous, on est réalistes, il faut prendre des choses telles qu'elles sont. C'est comme ça, c'est solide, c'est stable. C'était ça l'idée. Et on peut le comprendre. Et puis c'était tellement solide et c'était tellement stable qu'en 3 semaines, il n'y avait plus de Ben Ali et il n'y avait plus de Moubarak. Et ça illustre en effet très bien cette fragilité, si vous voulez, voilà ce qu'on voit. Entre nous, si la réalité, c'était ce qu'on perçoit, on ne perçoit pas que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Je ne sais pas si ça... On perçoit que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Le Soleil, il se lève, il va au zénith, il se couche. Donc on voit tous le Soleil qui tourne autour de la Terre. Et chacun sait que c'est pas vrai, qu'en vérité, c'est l'inverse, mais on ne le voit pas. Un autre exemple, d'ailleurs, qui est frappant, on raconte aussi dans les livres scolaires, on raconte un truc particulièrement idiot. On dit Galilée, c'est le premier à avoir démontré que 1 kilo de plomb et 1 kilo de plume, en vérité, tombent à la même vitesse. Bon. D'ailleurs, il en a fait l'expérience du haut de la tour de Pise. Mais si vous jouez tour de Pise 1 kilo de plomb et 1 kilo de plume, le kilo de plomb tombe plus vite, puisqu'il y a le frottement de l'air. Quand Galilée dit que ça tombe à la même vitesse, c'est s'il n'y avait pas le frottement de l'air. Ce qui veut dire par là, c'est que c'est le frottement de l'air qui ralentit. Donc c'est particulièrement idiot. Autrement dit, vous ne le voyez jamais. Dans la réalité de tous les jours, vous avez l'impression que le plomb tombe plus vite que les plumes. Parce qu'il y a le frottement de l'air. Mais si vous supprimez le frottement de l'air, en effet, plume et plomb tombent à la même vitesse. Donc vous voyez l'illusion de l'apparence. La réalité demande une réflexion. Et une réflexion quasiment quelquefois théorique. Alors du coup, là aussi on avance, on est à peu près à la moitié de votre livre. Quand la réalité culturelle submerge la réalité naturelle, vous dites on voit bien là où est l'enjeu. La réalité, on la fait ou il faut faire avec, on la construit ou on la constate. Et donc ça a des implications, comme on a vu, à la fois en politique, à la fois en art, ça touche tous les domaines de la vie en fait. Ça. D'abord, qu'est-ce que c'est? Là aussi, ça me fait amuser quand les gens disent « Bon, c'est bien sympa, vous dites ceci, cela. » Bon, ça, c'est d'utopie. Moi, je suis réaliste, je prends les choses telles qu'elles sont, c'est d'utopie. Les réalités d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est presque toujours les utopies d'hier. C'est quoi la République? C'est pas une utopie d'hier? C'est quoi la démocratie? C'est pas une utopie qu'hier? C'est quoi l'émancipation des colonies? C'est pas une utopie d'hier? Enfin, tout, l'abolition d'esclavage. Il faut lire les textes. Aux États-Unis, au début, montrant que l'abolition d'esclavage, c'est impossible. Que d'accord, peut-être, dans l'idéal, on pourrait rêver à ça, mais que ça provoquerait un cataclysme absolument total, que c'est impossible. C'est totalement utopique. Ouais. Sauf que l'utopie est devenue la réalité du lendemain. Donc, bien sûr que l'actualité montre, notre actualité quotidienne et continuelle montre en effet cette absurdité même de l'inadéquation de cette conception étriquée du réalisme. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu, si vous voulez, parce que c'est un chapitre, tout à l'heure on l'a effleuré, mais c'est un chapitre que vous développez beaucoup dans votre livre sur cette histoire d'économie virtuelle qui s'avère réelle. Donc là aussi, on est en plein dans ce que vous êtes en train de dire, là. Alors, avant de répondre à ça, je voulais ajouter un petit truc, ce que je disais avant. Il y a un autre exemple sur le fait que, sur la réalité en politique, enfin, sur le réalisme en politique. Il y a eu un moment dans l'histoire, au XIXe siècle, très intéressant. Vous avez un philosophe, enfin un penseur politique, vraiment un génie, Alexis de Tocqueville. C'était vraiment un homme d'une lucidité, d'une intelligence formidable. Mais en effet réaliste. Réaliste. Face à lui, vous avez Victor Hugo, qui est un poète. C'est un poète. Et quand Victor Hugo dit, écoutez, la Pologne redeviendra un pays indépendant. Quand il dit la Serbie ou la Hongrie s'émanciperont du joug turc,
quand il dit l'esclavage sera aboli aux États-Unis et qu'il ajoute d'ailleurs fût-ce au prix d'une guerre civile. Quand il dit un jour il sera plus important, les rapports commerciaux auront plus d'importance dans les rapports entre les nations que le nombre de régiments de cavalerie qu'on aura dans nos régiments. Et d'ailleurs, on creusera un tunnel sous le Mont Blanc, on creusera un tunnel sous la Manche et sans doute un canal à Panama. Et je pourrais en parler beaucoup. À chaque fois qu'il dit ça, qu'il dit quelque chose comme ça, ou les États-Unis d'Europe, et un jour on fera les États-Unis d'Europe et il y aura une monnaie commune. Tocqueville, au nom du réalisme, dit mais ce type c'est un poète, c'est un rêveur, il est fou. Tout le monde rigole. Quand il dit ça au Parlement, tout le monde rigole. Et c'est très intéressant, parce qu'aussi lucide que soit Tocqueville, dans tous ces domaines, c'est le poète qui voit juste. C'est le poète qui a raison. Donc en fait, le réaliste se trompe, et c'est le poète qui vit la réalité de demain, et donc s'avère le véritable réaliste. L'économie virtuelle. Bon, l'économie virtuelle, si monsieur prenons le système Madoff. Alors, l'économie virtuelle, à partir du moment où elle représente 50 fois plus des masses d'argent, 50 fois plus importantes que l'économie réelle, ça veut dire que c'est l'économie réelle. La preuve que c'est elle qui nous a créé la crise. C'est pas l'économie réelle qui a provoqué la crise, c'est l'influence de l'économie virtuelle sur l'économie réelle. Mais pour bien comprendre ça, le système Madoff, entre parenthèses, c'est Madoff, c'est ni plus ni moins que le système financier en général. Simplement, il a fait un petit chouïa de trop et du coup, c'était illégal. Mais un chouïa moins, tout le système financier, c'est un système Madoff. Hein. La preuve, Madoff, il n'avait pas l'argent qu'il était censé rembourser. Mais les banques non plus. Vous savez quel est le rapport? Une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, on dit qu'il faut recapitaliser les banques. C'est parce que les banques françaises, parce que les banques américaines, pour le coup, là, c'est moins fort, moins grave. Les banques françaises, la Société Générale, le rapport entre ses engagements et ses fonds propres, le ratio entre engagement et fonds propres, est de 50 fois. Autrement dit, elle est 50 fois financièrement propre. Il n'y a pas de grande différence avec le système Madoff, quelque part. C'est-à-dire que, entre nous, si tous les gens qui ont de l'argent à la Société Générale demandaient d'être remboursés, ils ne le seraient pas. Ils n'auraient pas l'argent et la banque ferait faillite. C'est un fait. Bon, alors ça marche comme ça. Mais prenons le système Madoff. Alors, moi, je vais voir monsieur. C'était ça. Et je lui dis, moi, je suis vraiment un financier. Alors, il ne faut pas oublier que Madoff était le chef de la société de régulation boursière aux États-Unis. Il avait été le chef du système de régulation boursière. Donc, il était vachement crédible, les gens le prenaient vachement au sérieux. Et alors, je vais voir monsieur, je lui dis, non, vous m'avancez, vous me donnez 40 millions de dollars, et moi, je vous garantis 8 à 10% d'intérêt. Garantie. Très bien. Après, je vais voir monsieur, et je lui dis, alors vous m'avancez la milliard. Je vais voir monsieur, je lui dis la même chose. Vous m'avancez 10, 20, 30, 40 millions de dollars, je vous garantis 8% ou 10% d'intérêt. Et avec l'argent que vous avancez, je verse les intérêts de monsieur. Donc il est content. Mais le reste, je le bouffe. Ça n'existe plus. J'achète des bijoux à ma femme, à ma maîtresse, à machin. Je vais bouffer au restaurant de Mougins avec des Russes, je ne sais pas. Donc cet argent n'existe pas. Il le bouffe, etc. C'est une escroquerie. Mais tant que vous croyez que non seulement vous m'avez prêté 30 millions et que vous les avez toujours, ou 40 millions, et que vous les avez toujours, mais que non seulement vous avez toujours, mais que chaque année, vous avez 10% d'intérêt, comme on ne prête qu'aux riches, avec cet argent, vous pouvez faire plein de trucs. Argent que vous n'avez pas, mais vous ne le savez pas. Donc avec cet argent que vous croyez avoir, mais que vous n'avez pas, vous pouvez acheter des immeubles, vous pouvez acheter des appartements, vous pouvez faire plein de trucs. Sauf que le jour où vous découvrez que vous ne l'avez pas parce que c'est une escroquerie, tout s'effondre. Et l'économie, du coup, s'arrête puisque vous ne pouvez plus acheter. Bon, voilà. Donc ça montre bien qu'une économie totalement virtuelle, c'est-à-dire de l'argent qui n'existe pas, a finalement plus d'importance sur l'économie que l'économie réelle dans ce système-là. Voilà, je crois que c'est une bonne illustration. Alors, toujours en politique, il y a une expression qu'on emploie souvent, et je voudrais savoir justement si vous y avez pensé forcément quand vous avez écrit ce livre, c'est l'expression realpolitik. C'est l'exemple que vous avez pris, que vous m'avez sur la Tunisie et l'Union pour la Méditerranée. L'Union des Méditerranée, c'est ça. C'est au nom de la realpolitik.
Peut-être que, d'accord, les droits de l'homme, d'accord, vous avez raison, mais moi, qu'est-ce que vous voulez, je tiens compte des réalités. Voilà. Je vous signale qu'au nom de la réelle politique, on a fait 2 choses grandioses. C'était ça, c'était la réelle politique. D'accord, c'est critiquable moralement, j'admets. Mais, moi, je suis réaliste, c'est de la réelle politique. On invite Kadhafi en France, et on lui permet même de monter sa tente à l'hôtel Matignon. C'était à l'hôtel Matignon, je sais pas où il a monté sa tente avec on lui avait un tapis rouge, etc. Et quand la pauvre Amayad a osé dire, écoutez, ça me choque, c'est pas bien, c'est que tout juste on l'a pas viré tout de suite. En fait, on l'a viré un peu plus tard, mais c'était pareil. Donc déjà, réel politique. Deuxième réel politique, 14 juillet, quand même 14 juillet, c'est quand même la fête des libertés, hein, de la démocratie. On invite Bachir El-Assad dans la tribune officielle comme invité d'honneur. Comme invité d'honneur, au nom de la réelle politique. D'accord, il n'est peut-être pas idéal, il n'est pas formidable, mais qu'est-ce que vous voulez? Tenir compte des réalités. Quelle réalité? Vous avez vu comment ça a évolué. Donc voilà, la réelle politique, quelquefois, elle est beaucoup moins efficace que la réalité qui prend en compte un certain nombre d'autres éléments. Et est-ce que c'est quelque chose qui a tendance aujourd'hui à devenir de plus en plus fréquent, de plus en plus cette notion de réelle politique, c'est quelque chose qui a traversé un peu l'histoire des âges? Qui existait au moment de l'Antiquité, par exemple. Le mot de réel politique, c'est Bismarck. C'est Bismarck qui a créé cette idée. Je fais une politique peut-être immorale, peut-être brusque, mais c'est une réalité. Maintenant, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Tenir compte des réalités, c'est aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il faut tenir la distance entre bien comprendre que c'est pas parce qu'on perçoit et qu'on voit que c'est la réalité, il faut une idée, mais il faut pas ensuite être prisonnier de l'idée et ne pas et la garder même si elle ne correspond pas à la réalité. Par exemple, pour bien comprendre le deuxième aspect, alors le plus paradoxal, c'est les marxistes en Union soviétique, c'est-à-dire même quand à un certain moment l'explication marxiste ne correspond plus à la réalité, ils changeaient la réalité pour ne pas changer l'explication. Parce que c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut changer? L'explication idéologique ou la réalité? Ah ben non, je dissous la réalité pour pas changer d'idéologie. Il y a eu ça au XIXe siècle. Un des plus grands, Newton et Galilée, c'était formidable. C'était une révolution scientifique absolument inouïe. Or, ça a marché, la théorie en physique, ça a marché, ça élémente tout. Et à un moment, on a étudié des phénomènes ou infiniment grands ou infiniment petits, mais où ça ne marchait plus. En fait, c'est un type qui s'appelait Volta, qui avait créé ce qu'on appelle la pile Volta. Et la pile Volta, il y avait des phénomènes qui ne correspondaient pas à la théorie de Galilée, parce que tout simplement, c'était les phénomènes magnétiques. On n'avait pas découvert les phénomènes magnétiques, et tout à coup, il y avait ce phénomène magnétique, qui, eux, ne répondent pas à la théorie de Newton et de Galilée. Bref. Ou les mouvements browniens. Les mouvements browniens, ça ne correspond pas. Alors là, on aurait dû se dire, la théorie de Galilée et de Newton ont permis d'expliquer beaucoup de choses, mais là, ça ne permet plus, donc il faut la dépasser. Mais non, vous ne voulez pas. Enfin, ah non, elle était indépassable. Ah non, elle dit la vérité. Et donc, à ce moment-là, pour que la théorie de Galilée marche, c'est-à-dire le rapport entre la distance et la force, on a dit qu'en fait, on était entouré de quelque chose qui s'appelle l'éther. Et l'éther, c'était une espèce de matière flasque qui faisait que dans cette matière flasque, ça expliquait tous les phénomènes qui semblaient échapper à la théorie de Galilée, mais que c'était conforme à la théorie de Galilée. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'éther, ça n'existe pas l'éther, on avait inventé. Donc quand même, on a été jusqu'à inventer une espèce de substance qui n'existe pas pour pouvoir démontrer que la théorie de Galilée et Newton marchait tout le temps, au lieu de s'avouer qu'il y a un moment où elle ne fonctionnait plus. Donc il y a l'autre danger, c'est en effet de s'enfermer dans l'idéologie. Je voudrais qu'on revienne un petit moment sur l'aspect artistique, parce que c'est quelque chose qui est très important dans le livre, vous en parlez beaucoup. Donc en vous prononçant un peu contre ce réalisme qui est un académisme, est-ce que vous pourriez nous parler 2-3 minutes de ce tableau qui est très connu, qui s'appelle La Gare Saint-Lazare? Est-ce que vous le prenez en exemple? Alors d'abord, vous me dites, je me prononce contre ce réalisme. Moi, j'adore ça. Alors, je ne me prononce pas contre. Personnellement, les peintres réalistes, ce qu'on appelle les peintres pompiers, les peintres académiques du 19e siècle, personnellement, j'adore ça. Et je trouve qu'on a été très injuste quand on a tout à coup les seringas, etc. Je trouve qu'il y a des choses formidables. Il y a un peintre qui s'appelle Delaroche, Paul Delaroche, qui a fait les Enfants d'Édouard de Paul Delaroche. C'est un tableau absolument magnifique. Je dis simplement qu'on ne nous dise pas que c'est réaliste.
C'est totalement recréé, totalement réimaginé, totalement reconstruit. C'est tout ce que je dis. Mais moi, j'adore ça, à part ça. Saint-Lazare, c'est la même chose sur les... je ne sais pas si vous connaissez le tableau de Monet. Les tableaux de Monet sur la gare Saint-Lazare, c'est absolument extraordinaire. En vérité, c'est des taches, c'est une construction de taches, c'est une espèce d'enchevêtrement de couleurs, comment dirais-je, une espèce de guirlande de fumée qui s'enroule sur elle-même, je ne sais pas. Et puis finalement, c'est la gare Saint-Lazare. Et finalement, c'est plus la gare Saint-Lazare que si vous faites une reproduction léchée de la gare Saint-Lazare. Ça n'existe pas, la représentation réaliste de la gare Saint-Lazare. D'abord parce qu'un train, une gare, c'est des trains qui s'en vont, qui arrivent, qui partent, des voyageurs. Alors comment pouvez-vous rendre compte d'une gare ? Au moins, Monet, c'est bordélique, ça bouge, ça s'enroule sur soi-même. Donc, quelque part, il reconstitue beaucoup plus le phénomène brownien, justement, le mouvement brownien qui est une gare, que les soi-disant réalistes. Voilà, c'est ça l'exemple. Alors, je voudrais qu'on revienne également, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, mais là, c'est quand même, dans votre introduction, c'est la fin de votre introduction, c'est quelque chose qui est élargi à pas mal de domaines. Vous dites tout réalisme est un pétainisme possible. J'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est pas un peu exagéré ? Tout réalisme ? Tout réalisme en ce sens. S'il s'agit de dire qu'il faut prendre acte des réalités, qu'il ne faut pas nier les réalités, s'il s'agit de ce réalisme-là, il faut être réaliste. Absolument. Donc je définis bien le réalisme. Le réalisme, ce que je critique, c'est celui qui a une vision, comment dirais-je, statique, immuable de la réalité, et qui s'appuie sur cette vision statique immuable pour dire qu'on ne peut rien changer, en gros. Vous parlez de Végan aussi. Oui, parce que c'était ça qu'il disait quand il est arrivé au pouvoir. Et donc cette vision-là est quelque part un pétinisme en ce sens-là. Voilà, c'est en ce sens-là que je le dis. Alors également, ce que je voudrais que vous abordiez maintenant, c'est la dernière partie la quatrième partie de votre livre, qui s'appelle l'épopée de la confrontation de la philosophie avec le réel. Bon, ce qui est intéressant là-dedans, surtout pour quelqu'un qui n'a pas fait de philo, c'est que on repasse un peu toute l'histoire de la philosophie. Alors, en quoi votre critique justement du réalisme vous permet de repasser toute l'histoire de la philosophie ? Est-ce que c'est parce que le réalisme, c'est quelque chose qui traverse toute la philosophie ? Parce que l'histoire de la philosophie, en gros, c'est, depuis Platon, c'est l'histoire du rapport au réel. Tous les systèmes philosophiques, c'est l'évolution par rapport au réel. Pour Platon, par exemple, le réel n'existe pas. Le réel n'existe qu'en Dieu, dans les dieux. Il n'existe que dans une espèce de sphère immatérielle, indépassable, etc. L'idée terrestre n'est qu'une illusion, une pure illusion, un reflet mal foutu d'une réalité qui n'est que divine. C'est pour ça d'ailleurs qu'au début, le christianisme avec saint Augustin est platonicien. Parce qu'ils nous disent il n'y a pas de réalité possible sur Terre ou de vérité sur Terre, elle n'est qu'en Dieu, donc, etc. etc. Non, mais surtout dans cette partie, alors en effet, cette partie-là en plus c'est très bien pour des élèves qui rentrent en terminale parce que ça leur permet de revisiter l'histoire de la philosophie par rapport au rapport réel. Mais c'est drôle parce qu'on est dans un monde aujourd'hui, en fait on peut écrire n'importe quoi. C'est-à-dire que, mais c'est très important ce que je dis parce que je dis des choses dans la deuxième partie de ces livres qui normalement devraient provoquer des polémiques, des hurlements. Or, rien, et d'ailleurs rien ne provoque de polémiques et hurlements. C'est-à-dire on s'aperçoit qu'on ne lit plus, on n'analyse plus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne vous fait pas des critiques. On vous fait des critiques. Soit on vous aime pas et on fait une bonne critique, soit on vous aime bien, on fait une bonne critique, même si c'est nul. Enfin bon. Mais le vrai, au XIXe siècle, il y avait des débats terribles. Et donc, si un type faisait un livre de philosophie, on expliquait ce qu'il y avait dans... On l'expliquait sérieusement. Et ensuite, on le démolissait si on considère que ça devait être démoli. Ici, on ne démolit pas, mais on ne dit pas non plus que c'est bien, mais on n'explique pas rien. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que, entre autres choses, d'abord parce que je fais une critique extrêmement dure de la philosophie platonicienne. Et je montre que le platonicisme et le néoplatonicisme, ça a été quelque chose de terrible dans l'histoire de la philosophie, qui a fait un tort terrible. Il y a plein de gens qui ne pensent pas ça, qui devraient réagir. Bon, rien. Bon. Mais parce que je dis une chose. Quand on nous explique les systèmes philosophiques, Descartes, Pascal, Kant, on fait comme si les philosophes, ce qu'ils écrivent, c'est ce qu'ils pensent.
Donc il y a adéquation entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils écrivent. Mais c'est impossible. On oublie un petit détail, c'est que jusqu'au milieu du 19e, vous ne pouvez pas écrire ce que vous pensez. Giordano Bruno, et du temps, alors que Descartes a 8 ans, donc ça, quand Descartes a 8 ans, Giordano Bruno, qui est un philosophe italien, pour avoir écrit qu'il y a sans doute le système solaire, mais qu'il y a d'autres systèmes, il n'y a pas que le système dont la Terre est un élément, le système dans l'univers, pour avoir écrit ça et brûlé vif. Brûlé vif. Servet, qui est l'inventeur de la loi de circulation du sang, à Genève, dominé par Calvin et les protestants. Donc là, ce n'est même pas les catholiques. Pour avoir expliqué que finalement, il n'y a pas une âme unique, mais que le monde est pénétré d'âmes, et brûlé vif. Et donc, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'un philosophe, il va prendre le risque comme ça d'être brûlé vif? Et donc, évidemment, il ruse sans arrêt. Donc, quand on lit un livre de grands philosophes un peu novateurs, il faut comprendre qu'ils ne peuvent pas écrire ce qu'ils pensent. Et que donc, il faut bien voir tout ce qui est ruse. Donnez un exemple. Descartes est, au fond, matérialiste. Pas au sens marxiste du terme, mais il est matérialiste. Bon. Mais vous ne pouvez pas être matérialiste. Si vous êtes matérialiste à l'époque, je veux dire, vous êtes brûlé vif, matérialiste. Le seul qui a osé écrire un livre de tendance matérialiste, c'est Cyrano d'Armand. C'est Cyrano de Bergerac au XVIIe siècle, mais il est assassiné, je vous signale. Alors, dans la pièce d'Edmond Rostand, il n'est pas assassiné pour ça, mais dans les faits, il est assassiné. Il est sans doute assassiné à cause de ça. Et encore, il est matérialiste en se réclamant d'Épicure, parce que les philosophies antiques étaient très bien, étaient matérialistes, se réclament d'Épicure. C'est interdit. Vous savez que Épicure, c'est quand même, il a écrit 70 livres, et on ne connaît plus aujourd'hui de lui que 2 lettres qu'il a envoyées à des amis. Tout le reste a été brûlé, parce qu'on n'avait pas le droit d'écrire ça. Les chrétiens ont brûlé toute l'œuvre d'Épicure, toute l'œuvre de Démocrite, etc. Bon, donc, hors Descartes, il n'a pas envie d'être brûlé vif. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, finalement, il y a 2 substances dans le vivant. 2 substances. 1, il y a le corps, et 2, il y a l'esprit. Ça s'appelle le dualisme, le corps et l'esprit. En philosophie, on oppose le dualisme, c'est-à-dire il y a le corps et l'esprit, aux monistes, c'est-à-dire qui disent le corps et l'esprit, c'est la même chose, ça fait une unité. Bon. Franchement, c'est idiot, quand on y réfléchit froidement, quand on n'ose pas dire ça. C'est idiot. Un esprit sans corps, c'est quoi? Et un corps sans esprit, c'est quoi? Évidemment, l'esprit et le corps, c'est qu'est-ce que l'esprit fait faire au corps et ce que le corps peut faire grâce à l'esprit. Il est probable que Descartes, un esprit comme Descartes, croit vraiment à ça. Sauf que c'est une ruse. C'est une façon de dire, attendez, vous me laissez parler du mouvement des corps, vous me laissez décrire le mouvement des corps, et moi, je vous laisse aux prêtres, aux évêques, je vous laisse l'esprit. C'est séparé. Évidemment que c'est une ruse pour qu'on le laisse tranquille. C'est un exemple. On dit qu'au XIXe siècle, on n'est plus brûlé vif. Mais on ne peut pas faire une carrière universitaire si on dit des choses trop subversives. Or, Hegel, grand philosophe, son obsession, c'est d'arriver au sommet de la hiérarchie. Toute sa vie, il veut réussir dans la carrière universitaire pour arriver aux hiérarchies. Franchement, si sa philosophie, espèce de dialectique du mouvement, de la quête vers la liberté la plus totale, ne lui permet pas de faire une carrière universitaire. Alors, il explique un truc qui est complètement idiot, mais ça n'a aucune importance. Il explique une thèse formidable qui est le mouvement d'histoire est un mouvement dialectique basé sur des contradictions qui se dépassent, et le dépassement des contradictions permet de faire toujours un progrès vers l'ère de toujours plus de liberté et d'indépendance, etc. Très bien. Puis à un moment, il dit, oui, mais alors, à un moment, ça s'arrête, on ne sait pas pourquoi, parce que vous avez l'État prussien, c'est tellement formidable, c'est tellement idéal comme système de gouvernement que là, ça s'arrête. Ah oui, le mec, c'est l'État prussien qui gouverne. Donc s'il veut être nommé à l'université, avoir un poste à l'université, ça dépend de l'État prussien. Donc il a trouvé cette ruse. Il dit dialectique de l'histoire, etc. Ah mais ça s'arrête avec l'État prussien, il n'en croit pas un mot. Mais il écrit ça. Bon. Donc voilà, j'essaye de montrer cela.
Mais il y a naturellement des philosophes, des professeurs de philosophie que ça choque de dire que... Mais tant mieux, comme on ne critique plus rien, il n'y a eu aucun débat là-dessus. Alors justement, ça va faire oui, on va réserver 25 minutes à peu près aux questions de la salle. Pour faire la transition avec les questions de la salle, vous dites que dans ce livre, vous écrivez des choses qui devraient faire hurler et que ça fait hurler personne. Pourquoi, à votre avis, ça fait hurler personne? Parce que plus rien ne fait hurler. La seule chose qui fait hurler, j'en sais quelque chose, c'est 2 mots de trop. Ou de moins. Alors là, ça fait hurler. Dites un mot, une phrase, une expression, là, ça fait hurler. Mais les idées, les développements, les raisonnements, je constate, ne provoquent plus de débat et de... Voilà. On va passer aux questions donc, de la salle. Qu'est-ce que vous avez comme question? On va essayer de les axer un petit peu sur l'actualité politique ou sociétale, pour concret. Monsieur, voilà. Oui, merci. Pour venir à la réalité d'aujourd'hui et la relier à la politique d'aujourd'hui, est-ce que le malaise actuel que l'on sent dans l'opinion ne vient pas du fait que les gens découvrent aujourd'hui une réalité, à savoir l'ampleur et les conséquences de la crise, qu'on a tout fait pour lui cacher? Je pense que, en grande partie, on ne peut pas dire, il faut être juste, la transparence totale, elle est impossible. Il n'y a pas de société possible dans la transparence totale. On peut le regretter. Pour vous donner un exemple, si vous êtes invité à dîner par des amis, et que c'est franchement dégueulasse, et quelquefois c'est dégueulasse quand même, vous ne leur dites pas à la fin du repas, écoutez, vous êtes gentil, j'étais très content de les inviter chez vous, mais c'est franchement dégueulasse. Un mensonge de politesse, on appelle ça. Bon, voilà, c'est la politesse. Vous remarquerez qu'à chaque fois que quelqu'un vous présente son bébé, vous dites « Ah, il est ravissant », alors que c'est plutôt moche un bébé en général quand même, faut pas exagérer, etc. Et, les formules de politesse, vous écrivez veuillez prendre », il y a un type que vous méprisez totalement, et vous écrivez « Veuillez croire, cher monsieur, à ma plus grande considération ». Considération, mon cul, comme dit l'autre part. Bon, et tout est... Mais en même temps, si on disait la vérité, si on disait « Vous êtes moche », ah, c'est terrible, ce serait pas possible. Vous êtes con, vous êtes moche, vous le pensez, vous le dites. C'est pas possible. Donc, évidemment, il n'y a pas de société possible où il n'y a pas un minimum d'hypocrisie. Et d'une façon générale, d'ailleurs, est-ce qu'une société pourrait se donner comme elle est, nue? La société, elle met des pantalons. C'est-à-dire que d'abord, déjà nous, on n'apparaît pas. La nature nous a fait de telle façon que nos tripes sont recouverts d'une peau. Donc déjà, il y a cette première illusion. On ne voit pas l'estomac. Et en plus, ça ne nous a pas suffi, on met un habit par-dessus le marché. On met des habits. Donc, elle est doublement déguisée, la réalité. Et d'une façon générale, elle tisse, toute société tisse le voile de sa dissimulation. Moi, j'ai été patron d'entreprise pendant 24 ans. Mais je peux vous dire, le bilan de la société vous dit jamais exactement la réalité de la société. Les chiffres, en gros, sont vrais. C'est-à-dire, mais vous les présentez de la façon la plus favorable à la société. Il y a des gens qui sont payés pour ça, d'ailleurs. À la fin du Conseil des ministres, imaginez qu'il y a un ministre qui a injurié un autre, qui lui foutu une tarte. Le type, le porte-parole, il dit pas, alors, ils se sont fichus une tarte, rien, il vous dit, il y a une confrontation franche. Non, il y a une explication franche. On a, avec beaucoup de franchise, abordé les réalités, bon, etc. Et la preuve que c'est très difficile la transparence à plus totale, c'est l'histoire de Wikileaks. C'est que le seul fait que les diplomates disent des choses à leur gouvernement, leur envoient des messages qu'on ne peut pas rendre publics. C'est important que leur gouvernement le sache, dire voilà, il faut que je vous dise, le gouvernement dans lequel je suis, c'est-à-dire dans lequel je suis ambassadeur, est de plus en plus corrompu, de plus en plus pourri, etc. Ça, on peut l'envoyer. Bon, mais à condition que ça reste secret, c'est top secret. Évidemment, quand tout à coup ça n'est plus secret et que Wikileaks publie, l'ambassadeur américain en Tunisie dit que le régime est totalement pourri. Attends, les mecs, ils finissent par le savoir. Vous avez vu ce que ça donne. Ça a provoqué, c'est quand même ça qui a provoqué en grande partie les révolutions arabes. Donc, bon. Mais en même temps, c'est un peu comme je vous disais sur la réalité, mais en même temps, le mensonge aussi, à un certain moment, vous revient en figure de façon absolument brutale. Et on le voit aujourd'hui des banques. Moi, je comprends que
quand il a lu des interrogations sur les banques françaises, pour la raison que je vous ai dit, que je vous ai expliqué tout à l'heure, on a dit qu'il faut les recapitaliser parce que, voilà. Alors, aussitôt, ça a été l'unanimité du gouvernement. Elles sont saines, pas du tout, comment, mais pas du tout, etc. Et tout. Bon, très bien. Je comprends, parce que l'idée c'est, mais si on commence à dire qu'elles sont fragiles, si on commence à dire qu'il faut les récapitaliser parce qu'elles ont passé de fonds propres, les gens vont se précipiter au guichet, vont demander qu'on les rembourse. C'était ça leur idée. Bon. D'accord, donc on raconte une blague. Sauf qu'aujourd'hui, on apprend qu'elles vont être capitalisées, qu'il faut les récapitaliser, et que si on ne les récapitalise pas, il peut y avoir une vraie crise. Donc les gens disent, on nous a trompés, on nous a roulé dans la farine, on nous a raconté des blagues. Donc en même temps, c'est très dangereux, parce que ça leur revient, ça leur revient dans la gueule. Et moi, ce qui me frappe le plus, vous voyez, dans la question que vous posez, on pourrait prendre plein d'exemples, parce que si on ne veut... je ne suis pas suspect d'être un sarkozyste enthousiaste, mais à la fois, on pourrait prendre pratiquement dans tous les domaines, on pourrait dire tout va mal. C'est vrai, le chômage, le déficit, la dette, la croissance, tout va mal. Et dire, ah, c'est Sarkozy qui est la faute de tout, ça serait injuste. C'est pas vrai. La preuve, c'est que ça va mal dans d'autres pays, y compris avec des gouvernements socialistes, etc. En revanche, c'est pas... Et les gens le savent, ça. Je crois que ils feront pas forcément payer le fait que ça aille mal. Ils en sont conscients. Mais ils disent, mais pourquoi on ne l'a pas dit? Pourquoi, il y a encore 4 mois, on nous disait la crise est derrière nous, la crise est finie, le chômage va baisser, on va régler les déficits. Pourquoi pas avoir dit la vérité et préparer les gens aux efforts, etc. Pourquoi avoir pas la priorité? Et le comble du comble, et là, c'est pas simplement les gouvernements, c'est même le pouvoir médiatique. Il y a 1 an et demi, il y a une réunion du sommet européen pour régler le problème de la Grèce. Hein, il y a 1 an et demi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et c'est le moment où on concocte le plan de sauvetage de la Grèce. Moi, je me souviens parce que j'avais un blog à l'époque, j'ai veillé toute la nuit et j'ai réagi. Et le lendemain matin, enthousiasme, formidable, ça y est, on a trouvé la solution. Alors en plus, avec cette espèce il pilonne le gouvernement. D'ailleurs, un plan de Sarkozy, je vous signale qu'en Italie, au même moment, il disait c'est un plan de Berlusconi, et ailleurs, il disait que c'était un plan d'un autre. Enfin, c'est une idée de Sarkozy, c'est le plan Sarkozy, c'est génial, ce type est génial, ce plan est génial, c'est formidable. Vous remarquerez une chose, c'est que vous n'entendez plus jamais dire que c'était un plan de Sarkozy, hein, aujourd'hui. Bon. Or, là, il faut quand même réfléchir, parce que le plan de sauvetage de la Grèce, on vous disait que les caisses étaient vides. Ce qui était vrai d'ailleurs, mais pas qu'en France. En général, les caisses étaient vides. Tous les pays étaient en déficit. Et tout à coup, on vous dit, on va faire un plan de stabilité, etc., pour aider la Grèce, de 840 milliards, dont 420 milliards qui peuvent être d'euros. Mais imaginez Madame Michu. Mais attendez, je ne comprends pas, les caisses sont vides, et tout à coup, vous trouvez 450 milliards, 850 milliards. Alors moi, si je demande 20 francs d'augmentation, on me dit non, les caisses sont vides. Si je dis qu'il faut repeindre l'hôpital, on me dit les caisses sont vides. Et là, vous trouvez 420 milliards, et d'où vient l'argent? Déjà, on pourrait leur expliquer d'où vient l'argent. Comment ça se fait qu'on a trouvé 420 milliards? Où on l'a trouvé? Bon, c'est très bizarre. Il faudrait leur dire quand même, ce qui est quand même gratiné, que pour répondre à un problème créé par l'emprunt, on emprunte. C'est-à-dire, emprunter pour régler le problème de l'emprunt, c'est quand même bizarre comme raisonnement. Autrement dit, moi, quand j'étais jeune, je lisais un livre qui s'appelait Le Sapeur Camembert. C'était une bande dessinée. Et dans Le Sapeur Camembert, vous avez une scène où vous avez l'adjudant qui dit au Sapeur Camembert, il dit est-ce que vous pouvez me boucher ce trou dans la caserne? Le type, il dit bon, d'accord, mais pour boucher le trou, il faut trouver de la terre. Et pour avoir de la terre, il creuse un trou. Donc il prend le trou et il bouche le trou, mais il y a toujours un trou. Et là, c'est quand même la politique du sapeur camembert. C'est-à-dire, autrement dit, il y a un départ d'incendie, je prends et je mets de l'essence dessus pour éteindre l'incendie. Mais n'empêche que c'est de l'essence quand même. J'ajoute qu'il y avait un départ de feu en Grèce et les décisions qu'on prenait fait que s'il y avait un incendie, c'était toute l'Europe. C'est-à-dire, on décidait d'incendier l'Europe pour éventuellement régler le départ de feu de la Grèce. Bon, ça, déjà, c'était étrange. Deuxièmement, si on voulait régler le problème de la Grèce, il fallait lui prêter à 0%, 30 milliards. En fonction de quoi on dit qu'on va débloquer de 450 milliards à 5%. Donc à 5%, de toute façon, les économies qui vont gratter, elles sont bouffées par les 5%. Avec cette idée d'ailleurs, les 450 milliards, c'est pour décourager la spéculation, mais on n'aura pas à s'en servir. Tu parles, on a eu tout de suite à s'en servir, puisque maintenant, on décide de porter à 1000 milliards. Mais contre cet argent qu'on va vous prêter à 5%,
Voilà ce que vous devez faire. Naturellement, vous imaginez que le peuple grec, il va être vachement content qu'on lui dise ce qu'il faut qu'il fasse. Bon. Et on lui impose des économies, des rigueurs tellement drastiques, dans un temps tellement court, qu'on est sûr que ça va provoquer une récession. Et ça provoque une récession de moins 4% l'année dernière, de moins 5% cette année, de moins 3% l'année prochaine. Ce qui fait que les moindres recettes créées par la récession sont plus importantes que les économies qu'ils font grâce au sacrifice qu'on impose au peuple grec. Et j'ajoute, cerise sur le gâteau, que le peuple grec, l'Église orthodoxe, qui est l'institution la plus riche du pays, ne paye rien. Quitte à leur imposer quelque chose, cela leur dire faites payer l'Église orthodoxe. Les armateurs, qui sont les industriels les plus riches de Grèce, ne payent pas d'impôts, etc. On peut dire payer vos armateurs. Et enfin, ils ont des dépenses d'armement considérables parce qu'ils préparent, ils se méfient pour s'il y a une guerre avec la Turquie. D'abord, il n'y a pas de guerre avec la Turquie en prévision. Et puis, entre nous, s'il y avait une guerre entre la Turquie et la Grèce, ça durerait 15 jours et la Turquie gagnerait. Donc, ça ne sert à rien de préparer. Bon, on aurait pu leur dire, mais réduisez vos défenses militaires. Or, pourquoi on ne le fait pas? Mais on ne le fait pas parce que c'est à Dassault qui commande les avions. Et naturellement, il ne veut pas qu'on leur demande de réduire leurs dépenses militaires. Eh bien, c'est quand même la totale. C'est-à-dire, ce plan de sauvetage de la Grèce, c'est la plus grosse erreur commise depuis l'intervention en Irak. Mais pourquoi? Alors que c'est évident, n'importe qui peut le comprendre. Pourquoi cette illusion? Pourquoi cette espèce d'enthousiasme communicatif? Pourquoi c'est toute la presse qui a dit c'est formidable, on est sauvé, etc. Moi, c'est vrai, voilà, c'est un vrai problème, ça. C'est-à-dire qu'il y a... il y a une espèce de conformisme, une espèce de panurgiste qui nous voile la réalité, quoi, qui nous voile complètement et qu'il faudrait déchirer pour voir le réel. Une autre question. Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être sur l'actualité politique? On peut sortir un peu du livre, hein. Attendez, on va vous donner un micro, monsieur. On va vous donner un micro. C'est dans Marianne, je crois que j'ai lu ce que vous venez de dire, que l'Église ne payait pas d'impôts, que les riches ne payaient pas d'impôts. Est-ce que ça a été écrit dans Marianne? Oui, oui. Bah, moi, j'y écris plus, comme vous le savez, j'ai dit ça. J'ai fait un papier très hostile au plan de sauvetage de la Grèce. Là, moi, j'étais sidéré, parce que c'est pour ça que je vous précisais que j'ai fait un blog dans la nuit. Parce que j'ai fait un blog dans la nuit et je ne savais pas ce que diraient les journaux. Et j'étais sidéré. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est incroyable. Et quand, le lendemain matin, j'ai vu l'enthousiasme des radios, des télés, etc., j'ai dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne marche pas, quand même. Quelque chose de bizarre. Mais oui, moi, j'ai l'écrit. Allez-y. Remarquez, on pourrait prendre un autre exemple, c'est l'unanimité. L'unanimité de tous les médias sur la guerre de Libye. Il y a quand même des questions qu'on devrait se poser. Rien. Franchement. Il y a eu d'ailleurs, entre nous, je vais vous raconter, c'est pas significatif. J'insiste vraiment sur le fait que ce que je vais vous dire n'est pas significatif au niveau du fond, mais quand même qui est très intéressant. Sarkozy a été à Benghazi et il a fait une réunion publique à Benghazi. Le jour du premier débat sur les primaires. Voilà. Et on a vu tous à la télévision les foules enthousiastes, énormes, qui fêtaient, ce qui était absolument normal. Non seulement j'ai pensé que c'était vrai, c'est qu'en plus c'est normal. Il est intervenu, il a sauvé Benghazi et les gens lui en sont reconnaissants. Et après, j'ai rencontré des journalistes qui étaient à Benghazi, qui m'ont dit pas du tout, il y avait très peu de monde sur cette place. Et la télévision a reçu l'ordre de se focaliser sur un quart de la place où il y avait beaucoup de monde pour donner une impression de foule. Je le dis, c'est pas significatif, parce qu'à mon avis, ça ne veut rien dire. Je crois que les gens de Benghazi remercient en effet Sarkozy d'être intervenu. Mais c'est pour vous montrer comment on peut triquer une réalité. C'est-à-dire que vous découvrez après qu'il y avait une salle, une place qui, pour des raisons qui m'échappent, n'était pas tellement pleine, loin d'être pleine, et ça vous donne comment la télévision peut donner l'impression d'une foule considérable, enthousiaste, etc. Ouais, tout peut s'arranger comme ça. Alors ma
question est la suivante sur le livre. Est-ce que le livre, c'est pas à travers la critique donc du réalisme philosophique, une critique à la fois du conservatisme et de l'idéalisme, des deux choses en même temps. J'essaye enfin, du conservatisme, oui. Oui, c'est une critique. Parce que les choses comme elles sont et uniquement comme elles sont maintenant, immobiles et non susceptibles de changer, c'est du conservatisme absolu. Oui, c'est-à-dire les réalistes, il faut leur reconnaître une chose. Le vrai, par exemple, il y a un journaliste en France qui est très bon journaliste, très cultivé, très intelligent, très lucide et assez courageux, contrairement à ce que des gens croient, qui a des convictions, etc. Bon. Et qui se trompe absolument tout le temps. Il s'appelle Alain Duhamel. Mais il se trompe, mais c'est même incroyable parce que moi, quelquefois, quand j'ai un doute sur quelque chose, j'attends de savoir ce qu'il écrit et hop, je sais que... Alors, il dit... Giscard d'Estaing va être réélu haut la main. Je me dis, bon, là, il est mal parti. Il dit Balladur dans un fauteuil. Je dis, oulala, le type, à mon avis, il va être battu. Ségolène Royal sera jamais candidate. Je dis, oulala, il y a intérêt à se méfier, etc. Bon. Et pourquoi un mec aussi lucide, intelligent, cultivé, etc., se trompe tout le temps? À cause de ça. Il considère que il faut prendre les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il ne les projette pas dans un mouvement de création, de mise en œuvre perpétuelle. Et voilà. Est-ce que c'est pas comme tous les autres, la majorité des gens des médias, ça a été le cas pour la Grèce, sont des moutons? Non, c'est pas. Faut pas dire ça. Non, non. Parce que vraiment, pour le cas de la Grèce, dire d'un seul coup c'est enthousiaste, on a trouvé la solution. Mais attends, ils n'ont rien compris du tout. Oui, peut-être. Pourquoi ils n'ont rien compris? Mais c'est Moi, pas je des me moutons. pose la question. Mais pourquoi n'ont-ils pas compris? C'est pas des moutons. On peut pas dire ça. C'est parce qu'ils sont philosophiquement positivistes. Positiviste, c'est l'empirisme poussé à son maximum. C'est ça. La réalité, c'est ce qu'on voit. La réalité, c'est les statistiques. La réalité, c'est le chômage. D'ailleurs, la réalité, c'est le chômage. La réalité, c'est les sondages. Donc, c'est formidable. La réalité, c'est les sondages. Là, il y a un exemple formidable. Donc, DSK est président de la République. N'empêche que 8 minutes suffit pour qu'il ne le soit plus. 9. Mais c'est ça aussi la réalité, finalement. Alors justement, moi je vais vous poser une question par rapport à l'actualité politique actuelle, plus brûlante entre guillemets. On voit qu'avec tout ce qui se passe, il y a de plus en plus d'échos par rapport à des mouvements politiques qui veulent changer de système, entre guillemets. Hein. Est-ce que ça correspond un peu à ce que vous dites dans le bouquin? C'est-à-dire qu'on sort d'une réalité un peu figée pour se projeter dans une réalité qui est en mouvement, changer. Il y en a même au sein de la primaire socialiste. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ma conviction, c'est que comme ça arrive dans l'histoire, où ce système-là, c'est-à-dire, disons, le type de société qu'on a créé, ce système-là n'est plus viable. Ça n'a rien de choquant de dire ça. Je veux dire, il y a un moment où le système communiste n'était plus viable. On l'a dit, c'était évident. C'était pas. Alors, il y a des types qui ont essayé d'arranger. Ils font des petites réformes à l'intérieur du système communiste. Ça n'a pas marché. C'était le système qu'il fallait changer. Eh bien, aujourd'hui, le système, ce qu'on vient de décrire, ce qui est devenu ce néo-capitalisme financier, il est arrivé à un stade où il est arrivé à un degré d'immoralité, d'abord, excusez-moi, c'est important, d'immoralité, d'inégalité, d'insécurité, d'irrationalité, où il est plus viable. Ça ne veut pas dire qu'on ne mettra pas 40 ans, on ne sait jamais. Même, vous savez, l'Empire romain, il a mis 2 siècles pour s'écrouler. Bon, je sais pas comment, mais il est plus viable. Et donc, paradoxalement, faire croire qu'on peut, sans rien changer à système, améliorer les choses, comme le disent même les socialistes, à la limite. On va créer 60 000 profs de plus. On va augmenter de 50% le budget de la culture. On va créer 300 000 emplois d'avenir, qui d'ailleurs, on l'a vu, sont des emplois qui manquent totalement d'avenir, hein, franchement. Bon, c'est naturel. Mais dans le cadre du système, vous ne changez rien. Ça ne marchera pas. D'abord, ça ne marchera pas, puisque tout ça a été concocté à un moment où on avait prévu 2,5% de croissance et ça sera 0. Donc déjà, on ne pourra pas le faire. Mais ça ne marchera pas parce que le système bouffe tout, parce que la puissance même de la spéculation financière bouge tout. Donc bien sûr qu'il faut être réaliste à court terme. Mais on ne peut pas faire l'économie de dire « je suis réaliste », mais après, il faut sortir de ce système. Il faut, comme on l'a toujours fait dans l'histoire, imaginer un autre modèle. Si vous voulez, si j'ai un vélo,
il crève tout le temps et la chaîne saute. De toute façon, je fais du vélo, ça crève pour la millième fois. Évidemment, il faut que je mette une rustine, sans quoi je ne peux pas rentrer chez moi. Donc, si je veux encore me servir de ce vélo, si j'en ai besoin, si je suis facteur, par exemple, faut que je mette des rustines et il faut que je raccroche, que je trouve un moyen de remettre la chaîne. Très bien. Assez rapidement, il faut que je change de chambre à air. Et puis, à terme, il faut que je commence à chercher un nouveau vélo, plus performant, pour changer de vélo. Or, c'est ça la réalité. C'est-à-dire, oui, il faut être réaliste. Par exemple, c'est de la folie de dire que ce n'est pas vrai qu'on ait un problème de dette, c'est-à-dire de déficit et de dette. C'est le problème du déficit qui est un problème, c'est que le déficit crée de la dette, que la dette boursière avec un intérêt. Et aujourd'hui, l'ensemble des recettes de l'impôt sur la force des revenus, l'ensemble des recettes de l'impôt sur le revenu correspond aux intérêts de la dette. C'est-à-dire chaque année, ce que vous donnez dans vos impôts et qui devrait être consacré aux hôpitaux, à l'université, à je ne sais quoi, est consacré à rembourser l'intérêt de la dette. Personne ne peut dire que c'est bien. C'est le plus gros budget de l'État, l'intérêt de la dette. Oui, c'est le budget de l'État, ça va rattraper l'éducation. Personne ne peut dire, comme certains mecs d'extrême gauche je le dis, ah, c'est un scandale, vous dites que la dette est une priorité, que les déficits est une priorité. Moi, je veux bien qu'on dise ça pour se faire plaisir. Mais dans la réalité, oui, il faut être réaliste, il faut régler le problème de la dette, il faut régler le problème des déficits. Évidemment. Mais on ne peut pas faire que ça. Ça, c'est immédiat, c'est les rustines. Mais cela dit, ce système ne marche pas. Donc il faut être capable d'articuler un réalisme du moment, un réalisme de l'instant, un réalisme de ce qu'il faut faire à terme, avec un changement de chambre à air et même un changement de vélo. C'est-à-dire imaginer un autre modèle qui, après la faillite du système qui a centralisé l'État, Dieu sait que j'ai pu le répéter, qui a centralisé l'État, et la faillite actuelle du système qui a centralisé l'argent, imaginez, qui a toujours pu le faire, centralise l'humain. L'dimension individuelle, c'est ce qu'il a apporté dans ce qu'il a de mieux, et collective, c'est ce que le socialiste a apporté dans ce qu'il a de mieux. Et qu'il faut qu'on construise ça. Et dire, on ne peut pas, d'abord, on me dit, mais alors qui, que quoi? Mais est-ce que vous pensez qu'en 88, aucun des gens qui ont fait 89 n'était connu en 88. Donc on n'en sait rien. Personne n'imaginait. Il y a un moment, c'est vous, de l'histoire du monde, c'est l'histoire des gens, des peuples et quelques individus qui ont contribué à une accélération qui a fait qu'on a pu en effet sortir du féodalisme, sortir de l'esclavagisme. Heureusement qu'on a pu le faire. Et au nom de quoi on pourrait plus? Et pourquoi aujourd'hui ça serait stoppé? Et quand on me dit qui? Quand on me dit si c'est nécessaire, ça se fera. S'il y a quelque chose qui résume l'histoire de l'univers, c'est que ce qui est nécessaire se fait. Il n'y a pas d'exception à ça. Ce qui est nécessaire se fait. D'abord parce que si ce qui est nécessaire ne se fait pas, c'est darwinien, si j'ose dire, c'est la mort. Si ce qui n'est inadéquat ne se transforme pas, alors c'est les dinosaures. Ils sont inadéquats, ils meurent. C'est l'homme de Néandertal. Il n'est pas adéquat, il meurt. Mais donc, si on veut survivre, il faut que ce qui est nécessaire, il faut que ça se fasse. Cette adaptation, il faut qu'elle se fasse. Et qui le fera? Mais qui le fera? Vous, nous. Chacun là où il est, chacun dans son atelier, chacun dans son usine, chacun dans son bureau, chacun où il est, même petitement. C'est cela qui provoque et qui, à un moment, on ne peut pas prévoir, on ne peut pas planifier que ça se fera tel jour, comment, on n'en sait rien, sans quoi il n'y aurait pas d'histoire. L'histoire, c'est quelque chose d'imprévu qui se passe à un moment donné. Et tac, tout à coup. Mais ça se prépare par ce qu'on pense, par notre volonté, par ce qu'on fait, par ce qu'on imagine, parce qu'on... pour finir, il y a une dame qui était une domestique, non troussée, noire, qui était inféodée à aucun parti, à aucun syndicat, et qui en Alabama, je crois que c'est en Alabama, etc., un jour, elle prend l'autobus, place réservée aux Blancs, place réservée aux Noirs, elle s'assoit dans la place réservée aux Blancs parce qu'elle était libre. On dit, madame, c'est pas à votre bonne place. Elle dit non. Finalement, Dieu nous a fait à égal, je ne bouge pas, c'est comme ça. Et ça provoque une espèce d'émotion formidable. Et c'est peut-être pour ça qu'un président noir a été dans les États-Unis. Et donc tout ce que vous faites, tout ce qu'on fait quelque part, participe de ce processus qui se passera de toute façon parce que c'est une nécessité qui fait qu'il faudra qu'on invente un nouveau modèle. Merci. Ah, il y a une dernière question de madame. Ensuite,
Je vous précise que vous pourrez retrouver Jean-François Canal juste à l'extérieur avec des livres. Madame, une dernière question, parce qu'il faut qu'on libère la salle après. C'était juste pour revenir à la Grèce. Vous dites donc on ne sauve pas la Grèce, mais alors vous proposez quoi? Alors, c'est une très bonne question. Non, mais c'est une très bonne question, je vais vous dire. Non pas parce que c'est facile d'y répondre, mais parce que c'est très difficile de répondre. C'est exactement comme la guerre d'Irak. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est la plus grande erreur depuis la guerre d'Irak. La guerre d'Irak, fallait pas la faire, mais une fois qu'on l'a fait, c'est très difficile d'en sortir. Bon, eh bien, c'est une folie, le plan de sauvetage de la Grèce. Mais à partir du moment où on l'a fait, qu'on est engagé, 450 millions, 460 millions, etc., c'est vachement difficile d'en sortir. Et résultat, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vous signale qu'ils sont en train de réfléchir sur la décision d'un défaut grec, c'est-à-dire d'une faillite grecque. Pas avoir prêté les 30 milliards sans intérêt qui auraient sans doute aidé la Grèce, pour ne pas avoir dit à la Grèce qu'il fallait certes faire des économies, mais aussi relancer la croissance. Eh bien, aujourd'hui, on est en train de prévoir un fonds de stabilité de 1000 milliards, parce qu'on se dit, après la Grèce, ça va être l'Espagne, ça va être l'Italie, et on est en train d'intégrer ce qu'on a dit qu'on ne ferait jamais. Enfin, non. Alors, petite parenthèse, entre nous, il est de bon ton de critiquer Mme Merkel, de dire, c'est le gouvernement français qui critique Mme Merkel. Sarkozy est formidable, Mme Merkel, elle est horrible. Bon, Mme Merkel, il lui arrive de faire des erreurs, en particulier, elle a été trop lente sur la Grèce. Mais, depuis le début, elle dit qu'il ne faut pas se raconter des blagues et qu'il vaut mieux un défaut de 20 ou 30% plutôt qu'une faillite totale. Elle dit qu'il faut voir les choses en face et la Grèce fera défaut. Depuis le début, elle dit, attendez, le secteur privé doit participer aussi à l'effort pour la Grèce. Alors que Sarkozy ne voulait pas. Il dit, non, ça ne concerne pas le secteur privé. Il faut lui reconnaître ça. Et enfin, quand Mme Merkel, moi je suis plutôt pour ce qu'on appelle les eurobonds, c'est-à-dire les emprunts européens. Bon. Moi, je suis plutôt pour, à condition de dire, attention, on n'a rien dit quand on a dit ça, des eurobonds, pourquoi faire? Est-ce que c'est pour boucher les trous? Est-ce que c'est pour du développement? Pour boucher les trous, je suis contre. Pour financer un développement, je suis pour. Et quelle est la partie qui sera eurobond? Mais l'Allemagne s'y oppose. Moi, je veux bien qu'on la montre du doigt, etc. Mais mettez-vous à sa place. Les types, ils se sont saignés aux 80, vraiment saignés aux 80, grâce à quoi ils empruntent à 2,3. Et on leur dit, au nom de la solidarité, désormais, vous allez emprunter à 5,6. Mettez-vous à leur place aussi. On ne peut pas dire, vous êtes des grands égoïstes, etc. Il dit, mais non, nous, l'effort, on l'a fait. Et donc, pour aider les gens qui n'ont fait aucun effort, nous, qu'on fait un effort, et qu'on peut emprunter à 2,3, on va emprunter à 5,6. Donc, voilà. Maintenant, je suis désolé de répondre ça. La solution sera de toute façon catastrophique. C'est-à-dire, on est rentré dans un système, il y a 1 an et demi, on est rentré dans un truc de fou qui fait qu'il faut trouver la meilleure solution, mais elle sera mauvaise. Toutes les solutions seront mauvaises. Et dans les solutions mauvaises, il faut trouver la meilleure. Et la meilleure passe sans doute par un défaut partiel. Si quoi, si? Ah, mais j'étais pour qu'on vienne en Grèce à la Grèce, j'étais pour qu'on leur prête très vite 30 000 à 0% d'intérêt. 0% d'intérêt. Et en même temps, ne pas leur imposer des sacrifices à sens unique sur la population, mais leur expliquer qu'il fallait faire des économies et une croissance pour générer des recettes. C'est ça. Merci beaucoup. Must be some kind of way out.